Bienvenue. Il s'appelait Fidel Kombeti, un citoyen béninois assassiné froidement dans le commissariat de Manta. Nous sommes là, à Boukoumbe, au nord Bénin. Alors qu'il se trouvait en garde à vue dans les locaux du commissariat, aux environs de 3 heures du matin, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2019, dernier, Fidel Kombeti a été agressé et assassiné par des individus armés d'armes blanches. Ce acte crapuleux fâche et choque l'entendement de beaucoup. La famille Kombeti ne reverra plus leur fils, leur frère, leur cousin. Les enfants, désormais orphelins, et la veuve se demanderont encore et encore ce qui s'est réellement passé cette nuit-là où les assaillants ont ôté la vie à Fidel Kombeti qui pensait se trouver en sécurité dans les cellules du commissariat de Manta. Ce meurtre intervient dans un contexte de recrudescence des actes d'insécurité au Bénin, des cas de vol, de braquage à main armée, mais aussi des cas d'assassinat, des faits commis par des hors-la-loi qui perturbent encore la tranquillité des populations. Des efforts se font, certes, par les forces de sécurité, mais des défis restent encore à relever. Nous sommes donc ce soir là pour évoquer donc ce sujet avec vous. Ferdinand Kumba Kombeti, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes diplomate de carrière du corps des attachés des affaires étrangères, mais surtout vous êtes le frère, le jeune frère de feu, désormais Fidel Kombeti, qui a été assassiné dans ce commissariat. Oui, pour nous, la famille Kombeti, on ne s'en revient pas que Fidel soit tué. Et surtout que son papa et sa maman sont encore vivants. Pour le papa que j'ai rencontré il y a 2 jours, c'est des rumeurs. Pour lui, son fils est toujours en garde à vue. Ou son fils a été transféré dans une prison pour une quelconque raison. Il ne s'en revient pas que son fils soit tué. Donc voilà ce que je peux dire à l'entame de cette émission. Alors, puisque nous parlons donc d'un cas d'assassinat, dites-nous dans quel contexte cet assassinat est intervenu. Comment en est-on arrivé là? Que s'est-il réellement passé? Aujourd'hui, Fidel n'est pas là pour nous dire réellement ce qui s'est passé, mais ce que je m'en vais vous raconter, c'est ce que j'ai entendu de la bouche des policiers et ce que j'ai entendu de son épouse. Et il a informé son épouse qu'il allait dans un village situé à 5 km de Manta, spécialement le village de Koukwango, qu'il allait trouver un consensus avec un de ses créanciers. Il s'est rendu là-bas aux environs entre 20h et 21h. Moi, j'ai reçu un appel de policiers qui étaient à la gare, qui se trouvait être une connaissance, qui m'a dit, honorable, il y a ton frère qu'on vient d'amener ici au commissariat pour une affaire bizarre. Il me dit, bon, j'ai décidé de le garder à vue, demain on verra. Et informe ton second grand frère pour qu'il lui amène à manger demain matin. J'ai dit, mais je vais l'avertir pour qu'il vienne voir. Il dit, non, c'est pas grave. Demain, vous allez venir. C'est ce qui nous a servi. Et le même policier m'appelle vers 2h du matin. Et il me dit, les individus sont venus au commissariat. Ils ont demandé qu'on sorte ton frère. Et moi, j'ai fait semblant d'aller chercher la clé. Et j'ai fui du commissariat. Je lui ai dit, tu as fui? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, j'ai fui du commissariat. Il a raccroché. Et je suis resté là. Et quelques heures plus tard, c'est-à-dire 1 heure plus tard, à 3h, il me rappelle. Il dit, mon frère, tu n'as plus de frère. Ils ont tué ton grand frère. Et il dit, non seulement ils l'ont tué, ils sont allés le tuer dans la chambre la chambre où nous on se repose.
sur nos habits et sur nos armes. Il dit, là où je suis sans habit. Tous mes treillis sont dans du sang. Je ne sais même pas comment je vais faire. Et je lui ai dit, ne touchez à rien. Attendez, j'arrive. J'ai quitté Cotonou à 4 h du matin. En 11 h, j'étais à Boukoumbe. En arrivant, j'ai aperçu des policiers qui nettoyaient leurs armes avec des chiffons. Ils essayaient de laver certains habits. Je suis d'abord allé m'acquérir de la situation de notre papa qui est au village. Je suis revenu quelques minutes plus tard. Je suis arrivé au commissariat. Le premier constat que j'ai fait, le commissariat ressemblait à une boucherie. Du sang partout. Du sol, des murs, le plafond, tout ça. Et la salle d'accueil des policiers. Je suis allé dans la salle de garde à vue. Du sang. Et ensuite, j'ai demandé, mais où se trouve le corps? Parce que je continue à me tonner de savoir les deux endroits où je pensais qu'il devait se retrouver dans le hall ou bien ailleurs. Il me dit, c'est dans l'autre chambre. Je rentre, j'aperçois 2 lits, un lit, et au fond de la salle, le corps de mon frère couché sur son ventre et dans du sang. Et j'ai gardé mon sang-froid. Je suis ressorti. J'ai demandé au commissaire, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le commissaire m'a dit, écoute, moi je n'étais pas sur place, j'étais dans une zone non couverte. En rentrant, ma voiture s'est enlisée. Je suis arrivé, j'ai trouvé ton frère qui respirait encore un peu. Le temps d'aller chercher un infirmier, au retour, il avait déjà rendu l'âme. L'infirmerie et le commissariat, qu'une route qui les sépare. Je lui ai dit, mais donc ça veut dire que tout ce temps avant que toi tu ne reviennes, aucun policier n'a essayé d'appeler un médecin pour soutenir, pour l'aider. Il a dit, c'est ce qu'il a constaté qu'il me dit. Et j'ai dit, mais pour quelle raison mon frère était-il gardé à vue? Il a ouvert le cahier. Il a écrit noir sur blanc, le CA de Manta et le délégué de Koukouango porte plainte contre le sieur Fidèle Combeti qui tentait de rentrer dans une maison. Et le nom de la personne de la maison n'est pas connu. Ils ont mis des pointillés et ils ont ajouté l'intéressé posséderait une moto à Oudjou. C'est tout ce qui est écrit à l'intérieur du cahier avec des pointillés. J'ai demandé, mais comment peut-on porter plainte sans même connaître le plaignant? Vous venez porter plainte au nom de quelqu'un, vous ne connaissez même pas la maison de celui dont vous dites que l'intéressé a tenté de rentrer dans sa maison. Et le commissaire a automatiquement fait appel. Tout ce que je dis, là, on a maintenu les enregistrements de cette conversation. Et le commissaire le fait appel, le policier qui arrive et qui dit que lui, il attendait le lendemain pour compléter l'information, pour connaître le nom de la personne chez qui on aurait vu mon frère. Et il redonne une autre version qui est contraire à celle du cahier. Pourtant, c'est lui-même qui a noté. Il dit, mon frère aurait été vu dans un champ de maïs, où un monsieur rentrant a senti que toujours le commissaire qui parle? Non, le policier qui a bien reçu et noté. Ce qu'il a écrit dans le cahier contraire de ce qu'il va me dire tout à l'heure. Mon frère était perçu dans un champ de maïs. Et que la personne rentrant aurait vu le maïs bouger, s'est dit qu'est-ce qui se passe dans ce maïs et aurait crié. Et que mon frère serait avec un autre. Et que cette autre personne a lancé un bois et a fui. Et que mon frère est resté jusqu'à ce que le délégué arrive et tout ça. Mais une chose est certaine, tout le monde reconnaît que c'est mon frère qui est l'auteur du coup d'appel, du coup de fil qui a alerté la police. Ça dit que c'est votre frère qui a appelé Feu Fidèle la police. Qui a appelé la police. Et un policier s'est rendu à 5 km. Policier qui est allé tout seul
tout seul, et arrivé, aurait remorqué mon frère. Et ils sont arrivés au commissariat. Ils étaient au commissariat. Il n'était même pas question de garde à vue. Quand le CA et le délégué sont arrivés, le policier dit, je l'ai gardé à vue parce que c'est des autorités qui ont porté plainte. Si je ne le fais pas, il ne faut pas qu'on dise qu'il y a une situation et je n'ai pas. Il dit, j'attends le commissaire, que le commissaire arrive. Et voilà. Et en cherchant tout à savoir, le policier me révèle qu'un moment, pendant que mon frère était en garde à vue, aurait demandé à voir le CA. Et le CA s'est approché, ils ont discuté devant la grille. Et il y avait d'autres co-détenus à l'intérieur de la cellule. Fidèle n'était pas seul dans la cellule de garde à vue. Et aujourd'hui, on n'a plus aucune nouvelle de ces co-détenus. Où sont-ils passés? Personne ne sait. Ils ont pris l'argent beaucoup, ils ont saisi l'opportunité. Je ne sais pas. De quoi pour fuir. De quoi étaient-ils témoins? Je ne sais pas. Sont-ils vivants? Vous ne savez pas. Sont-ils morts? Vous ne savez pas. De toute façon, c'est un seul corps qu'on devait trouver au commissariat. Et que disent les policiers par rapport donc à ces détenus qui sont évadés, visiblement? Non, aucune nouvelle. Dans tous nos échanges, aucune nouvelle à propos de ces détenus qui étaient à l'intérieur. Alors, j'ai une question pour vous. Oui. Quand Feu Fidèle Combeti quittait la maison, il laissait entendre qu'il allait trouver un terrain d'entente avec quelqu'un avec qui il devait de l'argent. Oui. Alors, que s'est-il passé dans ce village où il s'est rendu, à 5 km certainement du commissariat, pour qu'il puisse appeler un policier au secours? Une chose est certaine, j'ai 3 versions des faits. Fidèle n'est pas vivant pour me dire, voilà ce qui s'est passé. Le policier qu'il a reçu a sa version, le cahier, il y a une autre version dedans. Mais chose étonnante, c'est l'intervention du maire de Boukoumbe au lendemain des faits. Le maire de Boukoumbe dit que mon frère serait allé dans une maison, aurait sonné la porte d'un monsieur, a ordonné à ce monsieur de sortir, de lui donner sa moto et que lui va prendre cette moto pour donner à sa femme. Et que le monsieur, en entendant cela, est sorti. Mon frère lui aurait donné un coup de bâton et que cette personne serait tombée et criée. Je me suis posé plein de questions. Quelqu'un qui frappe à votre porte vous dit « Sortez, donnez votre moto, je vais donner à ma femme. » Vous avez vraiment le courage de sortir pour recevoir un coup. Ça, c'est la version du maire. Et le maire approfondit en donnant des détails sur l'assassinat de mon frère qui sont contraires à ce que moi j'ai vu sur le terrain. Aujourd'hui, les policiers tentent de dire verdict populaire. Il n'y a pas de verdict populaire dans un commissariat. Soyons clairs dessus. Mon frère a été gardé à vue à 22h, il a été tué à 3h du matin. Le maire dit qu'à 23h, lui, il a reçu un coup de fil, lui disant que Fidèle ferait l'objet d'un assassinat. Et qu'automatiquement, qu'il a appelé le commissaire. Et que le commissaire l'aurait rassuré qu'il va appeler ses agents sur place. Le maire dit avoir appelé un autre conseiller, un de ses conseillers qui se trouve être un de ses bras droits sur le terrain. Ce conseiller qui se trouve être natif de ce village où les gens ont quitté pour venir assassiner mon frère. Et ce conseiller qui se trouve avoir un frère qui a été secrétaire général de la mairie de Boukoumbe, qui est aujourd'hui greffier en chef, greffier au tribunal de premier temps de Djougou. Donc voilà tant d'ombre autour de cet assassinat qui nous amène à nous demander, mais un citoyen qui aujourd'hui se retrouve dans un commissariat, il n'est plus sûr de sa sécurité. Pour nous qui circulons beaucoup, il y a beaucoup de commissariats maintenant dans tous les arrondissements. On peut, pour une simple routine, contrôle, t'arrêter, mais après dire que tu as été assassiné par des individus. D'accord. Et la seconde, ce que je voudrais relever en plus, c'est que
Vous savez, aujourd'hui, ça fait 27 jours que Fidèle a été tué. Des gens ont été témoins des faits. Certains sont venus. Et on a des noms ont été cités. Ces individus sont toujours libres et se promènent. Et tout le monde sait qu'ils ont participé à l'assassinat. Alors, est-ce que vous avez engagé une action devant la juridiction? J'ai déposé 3 plaintes au tribunal de première instance de Natitengo. J'ai même réintroduit une 4e plainte. Et être gardé à vue dans un commissariat n'est pas un mal en soi, puisque dans ce pays, on a des gens quand même qui ont été gardés à vue et qui, après, ont prouvé leur innocence. Je veux qu'on retienne le fait du 27 avril 2012, quand le président de la République a été conduit au commissariat de Cotonou, à 9h. Vous imaginez? Il arrive à 9h, 5 heures plus tard, qu'on aille organiser des cotonculteurs pour venir l'assassiner et dire que c'est une vindicte populaire au commissariat de Cotonou. Et que ce soit le maire et certaines personnes qui soient venues déposer plainte contre lui, je ne pense pas qu'on va laisser cette affaire brûler de cette façon. Ulrich Chatineou, première réaction après ce récit qui fait froid dans le dos. Déjà, je présente mes condoléances à la famille. À notre invité sur le plateau, je trouve quand même que c'est grave parce que la vie humaine est sacrée et après tout, peu importe ce qu'on peut lui reprocher, peu importe ce qu'il a fait, parce qu'on parle aujourd'hui de vol de moto à Oudjou, on parle, puisque les versions sont variées, sont multiples, on parle également donc d'une visite à une personne dans un village mitoyen. Donc il y a plusieurs versions de la situation. Peu importe donc tout ce qu'on peut lui reprocher, je pense pour ma part qu'on ne devrait pas en arriver là. Mais visiblement, quand je suis la logique du frère de la victime, je me dis, on soupçonne également la complicité des forces de l'ordre. Et là, je veux déjà commencer par cet aspect de la chose-là, parce qu'on ne peut pas, et ce encore en aucun cas, puisque lorsque vous venez déjà dans un centre de commissariat, lorsque vous venez dans un centre de police, c'est une sécurité en quelque sorte pour vous. Vous vous rassurez, vous dites je suis désormais dans les mains des forces de l'ordre et de sécurité, puisque c'est d'ailleurs comme ça que nous les appelons. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est vrai que nous avons vu les derniers événements post-électoraux nous ont prouvé que dans la région, on peut donc s'en prendre aux biens publics, on peut donc détruire ou du moins détruire des installations publiques. Donc, cela peut peut-être amener à se dire... Oui, on peut peut-être assister à ces genres de scènes-là, mais combien... On peut défier l'autorité, les forces de l'ordre, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais on peut se demander, mais combien sont ceux-là qui étaient arrivés commettre cette bavure? Combien ils étaient? Combien sont ceux, les policiers qui étaient à la garde à l'heure là, parce que cette situation implique ou met en cause toute une série de questionnements, c'est-à-dire interpelle plusieurs. Lorsque je parle des policiers, puisque j'évoque déjà la complicité peut-être, parce que je ne suis pas sur les lieux, et c'est à suivre la logique de notre invité que je commence par comprendre que certainement quand quelqu'un vous appelle pour dire votre frère vient d'être amené au commissariat, 1 heure après, il vous dit, bon, moi-même j'ai fui parce qu'il y a des assaillants qui sont venus pour réclamer votre frère, et puis 1 heure après, il vous rappelle pour dire que vous avez perdu votre frère. Je crois quand même que c'est un peu bizarre. Il n'est pas autorisé quand même à jouer tout ce rôle. Il n'était plus sur les lieux. Comment est-ce qu'il a su? Qui l'a informé? Comment est-ce que... Il y a beaucoup de questions en suspens là. Je pense que la justice doit s'auto-saisir, puisque des plaintes ont été déjà déposées. On doit pouvoir faire la lumière sur cette affaire-là, parce que visiblement, on n'a pas une seule version. Les autorités également se mélangent les pédales et tout porte à croire
que c'est peut-être organisé. Il y a d'autres informations que nous n'avons pas, que l'invité n'a pas, ou que d'autres, peut-être même en sortant de la maison, il n'allait pas peut-être régler un problème de dette, mais on dit que sa femme a confirmé cette information. Oui, sa femme a dit que en sortant de la maison, le mari aurait dit que c'est ce que le mari a dit. Un créancier. C'est ce que le mari a dit. Maintenant, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vérifié lorsqu'il est sorti effectivement? Est-ce que c'est ce pourquoi il était sorti? Donc, il y a beaucoup de questions parce que lorsque c'est des autorités, parce que ceux qui aujourd'hui ont porté plainte au commissariat, mais allez-y voir, on a parlé du CA, on a parlé du chef quartier, enfin, c'est des autorités locales. Donc, c'est dire que ceux-là, en principe, il devrait non seulement, puisque l'individu est déjà dans la main de la police, il devrait se rassurer. Il voulait voler, donc on lui applique les tests et on lui applique la loi. Ils sont censés appliquer la loi et non, je dirais, passer à côté de la loi. Il devrait amener, même si la population réclamait, comment on appelle-t-on, fidèle. On a dit que le maire de Boukoumbe a pris donc ses responsabilités en appelant le commissaire, lui disant que il y a un crime organisé qui allait donc intervenir autour de 23 heures. Si j'ai bien suivi encore une fois l'invité, il disait c'est à 23 heures que le maire a appelé. Ou du moins, on lui aurait dit qu'il y a eu tel acte qui vient d'être posé. Enfin, à 23 heures, Fidèle était déjà mort. Non. Ah, d'accord. Fidèle a été admis en garde à vue à 22 heures. 23 heures, le maire reçoit l'information qu'il va être assassiné si rien n'est fait. Voilà. Parce qu'il y a déjà des assaillants, des groupes organisés qui tentaient de regagner le commissariat peut-être. Une raison de plus. Le maire dit qu'il a appelé le commissaire. Le commissaire dit qu'il n'était au courant de rien. C'est ce que le commissaire nous a dit. Et là, nous sommes à 23 heures. À 23 le commissaire dit qu'il n'était au courant de rien jusqu'au moment où il est venu constater le décès de Fidèle. Mais le maire, lui, il a reçu l'information déjà à 23 heures. La personne a été... Avant 23 heures. Le maire a reçu l'information à 23 heures. Fidèle a été tué à 3 heures. À 3 heures du matin. Alors que Fidèle a été admis dans le centre à 22 heures. Oui. Je crois que c'est bien ça. Oui. Une heure après, donc, le maire a eu l'information. Mais comment se fait... Mais c'est pourquoi je disais tantôt que les responsabilités sont partagées entre ceux qui ont tué, entre le chef quartier ou l'autorité locale qui a porté plainte, entre le maire, entre le commissaire, entre celui qui a appelé ce dernier pour lui dire que son frère, qui l'a fui du commissariat, mais est d'abord le rôle du commissariat. Quand vous voyez, quand vous apprenez que des forces de l'ordre, des policiers fuient le commissariat simplement parce que des gens peut-être sont arrivés, je me demande comment est-ce qu'ils sont également organisés. D'abord, et c'est possible s'il est seul face à un groupe de 20 justement, individus armés, il ne peut pas être seul. Comment ils se sont organisés pour être seuls là? Même dans les patrouilles, on demande à ce qu'il ne soit pas seul. Il doit être 2, 3, 4. Donc, quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il était le seul ou on a carrément demandé aux autres de quitter la scène? Il a compris le jeu comme quoi il ne pouvait pas attendre sur les lieux de peur de sa vie. Voilà. Donc, il a également Gabin, pris Azoman, la tangente. Aujourd'hui, malheureusement, on continue donc de pleurer, la famille continue de pleurer la mort de Feu, Fidèle Combeti. Il n'est plus là aujourd'hui, un peu comme le dit son frère, pour dire exactement ce qui s'est passé. Quels sont les niveaux de responsabilité ou bien la lecture que vous faites déjà? Je pense que je vais commencer d'abord par présenter mes condoléances à la famille de Fidèle qui n'est plus, malheureusement, parce que je pense que ce qui s'est passé est extraordinaire parce que nous sommes dans un commissariat et un milieu où on est censé être en sécurité totale lorsque on se retrouve là pour une raison ou une autre. Et donc, quand on nous dit que c'est là qu'il a été assassiné, je crois que ça pose un problème de mon point de vue. Les responsabilités doivent être partagées entre
personnes qui ont eu vent d'abord de son arrivée au commissariat et qui, d'une manière ou d'une autre, ont reçu l'information. Donc je crois que quand on dit qu'un policier se retrouve dans un commissariat seul et que face à des assaillants, lui-même il prend la clé des champs, mais comment on peut avoir un seul policier dans un commissariat? C'est un drame. Avec des détenus. Des détenus. Et il est seul à répondre de tous ceux qui sont dans ce commissariat. Je crois que là, déjà, ça commence à se poser déjà le problème à ce niveau-là. Et la hiérarchie doit pouvoir quand même situer les responsabilités pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que, effectivement, on puisse avoir. On a plusieurs versions par rapport donc à l'arrivée de Fidèle dans ce commissariat. Les faits ne sont pas forcément les mêmes. Et je me dis, mais est-ce que lorsque les choses se passent comme ça, finalement, personne ne sera plus en sécurité dans le pays parce que au commissariat, on ne peut pas quand même se retrouver dans ce milieu et être en insécurité. Et donc là-dessus, il y a un problème qui s'est posé. Et il va falloir donc que la justice puisse quand même essayer d'aller sur les traces de ce crime capeleux pour pouvoir interpeller toutes les personnes qui ont eu vent donc de l'arrivée de Fidèle dans ce commissariat pour qu'effectivement on puisse nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on lui reprochait. Et même si on lui reprochait des choses, il est quand même, on dit la vie est sacrée. Et donc on ne peut pas l'abattre froidement comme c'est arrivé, comme cela. Et jusqu'ici, on n'a pas encore la version de la police républicaine qui n'est pas encore sortie pour dire ce qu'elle pense de cette situation qui est arrivée. Donc, de toutes les façons, l'invité parle de vindicte populaire. On aurait dit que c'est... Voilà, c'est comme une forme de vindicte populaire. Non, mais si c'est une vindicte populaire, il faut que la police républicaine puisse faire une sortie officielle pour le dire ici et maintenant. Encore que on ne peut jamais imaginer que cela se passe dans un commissariat parce que la vindicte populaire, c'est dans les rues. Encore que depuis un bon moment, on n'a plus eu vent de ce phénomène dans notre pays. Donc je crois que... Encore que habituellement, lorsque ça s'ébruite dans les rues, c'est les forces de sécurité qui viennent chercher l'intéressé pour l'extirper. Mais ici, nous sommes dans un cas de figure où la police même vide les lieux et donc laisse faire. Je crois que la justice qui a déjà été saisie doit pouvoir trouver les ressources nécessaires pour véritablement faire la lumière sur cette affaire parce que si rien ne se fait, c'est que ça risque de faire école et donc les commissariats... On dit que les personnes contre... ces personnes qui ont été citées dans la plainte sont toujours en liberté. Cela va faire bientôt 30 jours. Aucune interpellation n'a été faite. C'est là que ça inquiète de mon point de vue parce que si la justice n'a pas été saisie, certainement qu'on n'aurait pas eu vent de cette affaire. Si le frère de Fidèle n'est pas venu dans ce studio, peut-être que personne ne saurait que quelque chose de disant s'est passé dans cette région. Donc je crois qu'il est temps que les personnes qui sont censées fournir la lumière nécessaire sur cette affaire puissent quand même essayer de sortir pour nous dire effectivement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on assiste à un assassinat au sein même d'un commissariat comme c'est arrivé. D'accord. Alors, monsieur Ferdinand Combeti, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez introduit donc des plaintes. Vous attendez encore et encore. Mais qu'est-ce qui bloque exactement? Je voudrais avant tout vous remercier pour les condoléances présentées. Ce que nous-mêmes, la famille, on aurait aimé que ce soit la police ou une autorité nous présente ces condoléances. 27 jours sont passés. Aucune autorité n'a mis pied chez nous pour même nous présenter les condoléances. On a l'impression que c'est un chien qui a été tué ou un animal qui a été tué. Et je vous dis, je ne souhaite même pas une mort pareille à un Béninois dans ce pays. Il a été découpé. Découpé, je vous dis découpé. À l'intérieur du commissariat et dans la chambre des policiers. On me dira, vindicte populaire, on dit que... découpé. Oui, c'est-à-dire que une hache a été utilisée. D'abord, couper les membres pour l'empêcher de mouvoir et ensuite lui ouvrir le crâne. Donc, quand on dit une vindicte populaire, c'est un acte spontané. Et les faits se déroulent à 5 km du commissariat. Les faits le frère est tué 6 heures ou 7 heures plus tard
à l'intérieur du commissariat. La porte de la garde à vue, les clés sont encore sur la porte de garde à vue. Les policiers disent qu'il y avait un cadenas qu'ils ont signé. Vous ne savez pas garder les gens. Mettre seulement que le cadenas sans jamais enlever les clés de la garde à vue. Donc il y a plein de choses, des points d'ombre sur cette affaire que nous-mêmes, on se pose des questions, on veut comprendre comment cela a été possible. Oui, monsieur Combeti, est-ce que votre frère a des antécédents avec la justice? Est-ce qu'on lui reprochait des choses? Mon frère a 40 ans. Il avait 40 ans. Et jusqu'au soir du 7, où il a été admis dans ce commissariat, son casier judiciaire est vierge. Et ce monsieur ne menait pas une vie cachée. C'était un jeune commerçant qui avait une petite industrie artisanale de fabrication de savon. Et il a même un surnom, on l'appelle savon Kundmanda à Bukumbe. C'est-à-dire le savon rentre à Manta. Et il était quelqu'un qui avait un commerce, qui était connu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut dire qu'on ne connaît. Le maire ne peut pas dire qu'il ne le connaît pas. Puisque c'est le fils de l'ancien deuxième adjoint au maire pendant que lui, il était premier adjoint au maire de la mairie de Bukumbe. Donc, c'est dire qu'il a des affinités politiques. Il a une coloration qu'on le connaît également en politique. On sait que c'est le frère de qui. On sait qui est le frère de qui il est. On sait le fils de qui il est. Donc, ce n'est pas un individu que tu poses des questions pour connaître. Si vous demandez aujourd'hui à n'importe qui à Bukumbe, Fidèle, tout le monde sait qui est Fidèle. Parce que s'il a été arrêté, ce que je voulais préciser, c'est que Fidèle avait des amis policiers. Et moi, personnellement, qui suis à Cotonou, qui rentre de temps en temps, je le vois plusieurs fois traîner avec des policiers, boire ensemble, à manger avec eux. Donc, par conséquent, je voudrais saluer aussi le policier qui allait le chercher tout seul. Un policier qui allait tout seul dans un village à 5 km, sans aucune résistance. Donc, Fidèle ne voyait pas sa vie dans un risque de mort. Il est venu remorquer, il n'est pas venu menotter au commissariat. Donc, il n'y avait pas risque qu'il soit tué. C'était un malentendu. Et ensuite, on m'a dit qu'il paraît qu'il avait un pistolet artisanal sans munitions. Les policiers reconnaissent qu'il n'y avait pas de munitions. J'ai demandé à voir ce pistolet à 2 reprises. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas la couleur du pistolet. On tue mon frère, j'arrive, ils savent que... Et je demande 2 fois de suite, montrez-moi le pistolet, ne me le montre jamais. Jusqu'à l'heure où je ne sais même pas où de quelle couleur il avait. En plus, le monsieur, il meurt. Et la police, le lendemain, automatiquement, va arrêter un repris de justice. Un monsieur qui a déjà fait 3 fois la prison, qui semblerait qu'il traînait avec mon frère, va arrêter un mécanicien, semblerait qu'il était le mécanicien de mon frère, et veut prouver que le monsieur était un grand criminel et était dans un réseau de criminalité. Et le même mois, on connaît, on a donné des noms, les gens sont venus témoigner. Lui, il a fait, c'est lui qui l'a achevé. Les gens sont venus dire, avant de mourir, mon frère a appelé le nom d'un individu. La personne ayant entendu son nom est revenue avec une hache, l'a achevé. On a donné le nom. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur est libre. Je suis rentré ce matin à 5 heures. Qui a donné le nom? Des gens qui ont été témoins des faits. Un monsieur est arrivé sur les lieux, a tenté de filmer la scène. Et on l'a arraché le portable. Le lendemain, on lui a rendu le portable. Qui lui a rendu le portable? Le maire dit qu'on l'a appelé. Qui l'a appelé? Donc, voilà des points d'ombre. Mais la police, tout à coup, ignore tous ces faits. Veut maintenant prouver que Fidèle était un criminel. Moi, je suis fatigué dans ce pays de voir chaque fois qu'on a fini de tuer quelqu'un, qu'on nous montre les armes qu'il avait. Parce que là où nous sommes là, on se voit dans ce studio. Je ne sais pas, vous ne savez pas quelle activité je mène, ou bien si je ne me présentais pas tout à l'heure. Maintenant, le jour où on me tue, en ce moment, on vous dépose les armes pour me montrer que j'étais un fabricant d'armes ou j'étais un frère trafiquant de terre. Il faut que cela cesse dans le pays. Si vous voulez qu'on mène les enquêtes devant les gens. Voilà, la police fait son travail. On ne va pas donc
voilà, jeter donc des accusations sur la police. Ce sont des hommes en uniforme qui font donc leur travail. Et on espère que dans ce cas également, ils feront ce qu'il faut pour que la lumière soit faite sur les contours et puis cette affaire lugubre. On se pose encore des questions et des questions. Alors, je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui bloque exactement avec les plaintes? Les plaintes, qu'est-ce qui bloque? On est pratiquement à 30 jours. Les 3 plaintes que j'ai déposées, je suis reparti, on m'a dit que le procureur était en congé. Quand je suis revenu avec la 4e plainte, le procureur, pour une affaire urgente que quelqu'un certainement l'avait appelé au commissariat et au tribunal, il m'a aperçu. Il dit, Monsieur Combeti, venez. Je me suis rendu dans son bureau. Il m'a dit, vous savez? J'ai dit, je ne sais pas. Il semblerait que votre frère aurait tiré sur quelqu'un. J'ai dit, quand? Il dit, courant juillet. J'ai dit, bon, ça, je ne suis pas au courant. Il me dit, je vais vous appeler le directeur départemental de la police. 2 minutes après, le directeur départemental de la police était là, dans son bureau. Il dit, explique-le que son frère a tiré sur quelqu'un. J'ai demandé, pendant qu'on voulait le tuer, ils ont dit non. Courant, j'ai dit non. Je ne veux pas entendre cette affaire-là. Si vous voulez connaître la vie de Fidèle, allez le réveiller là où il est et posez-lui des questions. Il était au commissariat gardé à vue, devait être représenté au procureur selon l'article 58 du code pénal. Il y a une procédure. Quand vous prenez, on n'est pas obligé de garder quelqu'un à vue. Mais quand vous le prenez, vous devez assurer sa sécurité pour qu'il soit présenté au procureur. C'est écrit noir sur blanc dans le code pénal. Donc, moi, je sais ce que j'ai répondu et ça s'est arrêté là. Et depuis, plus rien? Plus rien, aucun contact. J'ai réintroduit une dernière plainte grâce à un avocat et qui certainement va poursuivre. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est confié à un avocat. Voilà. Donc, c'est en solution. Donc, lui, il a eu sa procédure qu'il a entamée et donc je croise les bras en espérant que la nouvelle procédure de l'avocat va nous donner solution. Et après, à part donc l'avocat, vous avez également saisi d'autres instances? J'ai informé Amnesty International. J'ai apporté des documentations sur la question. J'ai aussi saisi le ministre de l'Intérieur, Sakalafia. J'ai écrit au ministre de la Justice en joignant les plaintes. J'ai écrit aussi au président de la République. Et moi-même, je suis allé déposer à son cabinet. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui que les gens ne sont pas informés. Et j'ai joint toutes les plaintes déposées. Et j'ai joint aussi les photos de la scène. 48 photos au total dans chaque enveloppe. Donc, voilà. Richard Tineo. Oui, d'abord, je veux présenter encore une fois nos excuses aux auditeurs parce que les scènes macabres qu'on a eues tout à l'heure, je crois que ça va toucher des sensibilités, des gens seront déjà choqués ou des gens seront déjà... Nous leur présentons nos excuses. Mais je veux dire que puisque le dossier est déjà dans la main de la justice, faisons encore une fois confiance à la justice béninoise. Parce que je me dis, c'est notre rempart après tout. On ne peut pas, dans un état de droit, encore que la personne est déjà dans la main, même s'il avait volé, même s'il y a 3 mois, il avait tiré sur quelqu'un, je crois que, je le dis encore une fois, c'est pas des raisons. Et la justice, en principe, on devrait même déjà interpeller les CA qui étaient venus déposer la plainte, c'est-à-dire confirmer que le sieur Fidèle était c'est-à-dire au commissariat, ceux-là qui étaient venus pour dire effectivement on l'a surpris ici et là, ou il a toqué à la porte de quelqu'un, et puis voilà, on devrait déjà les interpeller. Et le commissaire qui doit en principe être à ce poste-là devrait même déjà de relever de ses fonctions. Il y a un minimum à faire quand des situations d'urgence se présentent, mais je m'étonne, et c'est pourquoi je demandais tout à l'heure s'il a une coloration également politique pour voir quels sont les liens possibles qu'on peut faire. Nous sommes en train d'analyser les faits. Voilà, donc je me dis au prime abord que, puisque vous avez également fait une insinuation tout à l'heure, vous avez
dit que devant le procureur, vous étiez devant le procureur, vous lui avez posé votre problème et en 2 minutes, vous avez vu le directeur départemental de la police républicaine. Bon, c'est dire également que c'est comme si ils s'étaient déjà entendus ou ils se sont appelés par au moment où vous étiez en train de poser le problème, mais qu'en amont, il y avait déjà l'appel pour permettre à celui-là de répondre aussi promptement à cet appel-là pour venir vous expliquer tout ça. Donc, je prends tout ça comme étant des hypothèses pour vraiment faire éclore la vérité et je demande à ceux que ce soit le maire de Boukoumbe ou tous ceux-là qui ont eu vent de cette information, je pense qu'ils doivent réagir une fois encore pour se laver c'est-à-dire si on ne les interpelle pas, ils vont réagir comment? Non, mais il y a des vrai, gens... Non, mais si on ne les interpelle pas... Et c'est encore là, je demande à la population, tous ceux-là qui ont des brins d'informations par rapport à ce crime crapuleux, c'est-à-dire de les donner, de les livrer, et puis au fur et à mesure, de fil en aiguille, en suivant donc ces informations, ces témoignages, on peut donc découvrir effectivement qui sont ceux qui ont eu à faire ça. Parce que on parle de vindicte populaire, mais écoutez, il y a à peine 2 ou 3 personnes qui ont véritablement commis l'acte là. Donc il faut pouvoir les identifier. Est-ce que c'est toute la population qui est sortie du créancier? Le créancier on ne sait même plus vers qui il est allé ou dans quelle maison on l'a retrouvé. Merci. Il faut apporter une précision. Manta, c'est un petit arrondissement. Et le monde qui connaît un peu le peuple tamari qui vit, nous vivons en fonction des clans. Ceux qui ont tué sont connus. Et chez nous, il y a des rituels. Quand vous tuez, vous allez pratiquer un rituel. Ces rituels ont été pratiqués, on sait où ça a été pratiqué. Et qui est qui. Quand les gens ont fini de tuer, ils se sont réunis chez le délégué pour finir le rituel. Mais là, vous appelez encore le délégué, vous impliquez le délégué. Non, mais c'est le délégué. Il y a tellement de... Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi je si les gens veulent enquêter, si les gens veulent faire la lumière sur cet assassinat, c'est pas compliqué. Vous ferez vos dépositions, voilà. Ces preuves-là, vous les apportez à la justice. À la justice pour qu'on puisse faire la lumière. Gabriel Zoman, mais l'essentiel aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas chez les Béninois, chez certains Béninois qui en arrivent à ôter la vie? Ou est-ce qu'on met la confraternité au fait de la tolérance, tout au moins? Comment on fait? Il faut quand même qu'on éduque quand même les gens. Il va falloir interroger la sociologie béninoise à nouveau pour savoir ce qui se passe pour que l'on puisse ôter facilement la vie à son frère. Parce que c'est quand même des choses qui ne se passaient pas par le passé, justement. Et si aujourd'hui, on pense que c'est ôter la vie qui permet de se régler les comptes, ça doit pouvoir interpeller donc les personnes qui ont étudié la sociologie béninoise pour nous dire effectivement qu'est-ce qui a changé jusqu'à ce point pour qu'on en soit là, parce que ça attriste et ça inquiète beaucoup de personnes désormais parce que finalement plus personne ne serait désormais en sécurité si on peut facilement mourir en étant dans un commissariat. Et donc à partir donc de toutes les personnes qui ont quand même eu vent de cette situation doivent essayer de coopérer avec qui de droit pour que effectivement on puisse faire la lumière. On puisse faire toute la lumière. Alors, sur cette affaire. Ulrich disait tout à l'heure que il rappelait donc les événements politiques également où on a quand même eu cette défiance par rapport aux forces de sécurité. Est-ce que vous faites forcément le lien? Est-ce que ces événements ont laissé donc des arrière-pensées? On peut défier donc des autorités policières? Non, je pense que le lien, est-ce qu'on va le faire ici et maintenant? C'est pour cela que nous avons l'obligation de laisser la justice, qui est déjà saisie de ces dossiers, pouvoir aller sur les traces pour essayer de nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, oui, on a rappelé tout à l'heure que l'intéressé également est issu d'une famille où on est du milieu politique. Moi, je suspecte peut-être un règlement de compte, parce que là, le nombre de personnes qui sont intervenues dans cette affaire, c'est quand même pas une seule personne, ce n'est pas 2 personnes, donc il y a forcément quelque chose qui cloche à ce niveau-là, et donc il faut chercher à savoir. Donc je crois que on va donc vous donner la parole. Vous avez 1 minute pour conclure. Merci de m'avoir reçu dans votre studio à Soleil FM.
nous continuons d'espérer, de croire à notre justice. Je sais qu'on a des juges d'une compétence extraordinaire. En plus, c'est pas tout le monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. On a aussi de très bons policiers. Moi-même, dans ma famille, j'ai eu des oncles qui ont été policiers, qui ont été commissaires. Donc, par conséquent, la police est un patrimoine à tous. Et il ne faut pas que les gens pensent que quelqu'un travaille contre un autre. Nous sommes tous fils et filles d'une même nation. Et je pense qu'il faudrait que chaque fois qu'on a des différends, qu'on trouve le mécanisme de s'en tenir aux règles de droit et à certaines règles établies pour que le pacte social qui nous lie les uns aux autres puisse nous permettre de vivre ensemble dans une harmonie pour pouvoir construire notre pays. Merci à vous, monsieur Ferdinand Combeti, diplomate de carrière du corps des attachés des affaires étrangères surtout. Vous êtes le frère de feu Fidèle Combeti qui a été donc assassiné dans la nuit du 7 au 8 septembre dernier dans les cellules, dans les locaux du commissariat de l'arrondissement de Manta. Nous sommes là dans la commune de Boukoumbe. Merci à vous également, Gabin Azoman, à vous, Ulrich Atindéou. L'intégrale, c'est la fin. On se retrouve encore demain pour un autre numéro.